Bonsoir à tous et bienvenue sur les chaînes parlementaires pour ce nouveau débat. Ce soir, nous parlons des questions de société, éducation, intégration, sécurité. Ces problèmes quotidiens sur lesquels les Français attendent des réponses, sur lesquels les Français attendent vos réponses. Tout le monde veut comprendre ce soir ce qui vous distingue. Monsieur Strauss-Kahn, les jurys citoyens. Il y a, par rapport à ce que je viens d'entendre, pour ma part, pas mal de nuances. Je crois qu'il y a un constat partagé. C'est que les Français sont inquiets et qu'ils ne croient plus que la politique ait des solutions. Ça les conduit à se désintéresser de la chose publique et à se réfugier dans l'abstention, au mieux dans l'extrême droite, au pire. Et on pourrait penser que c'est une crise démocratique. Elle est démocratique. Mais c'est avant tout une crise sociale. C'est parce que la promotion sociale ne marche plus que les classes moyennes aujourd'hui se sentent justement déclassées, ont plus de mal à se loger que dans le passé, leurs enfants ne trouvent plus d'emploi. Les classes populaires, voyant le déclassement des classes moyennes, ne croient plus à la promotion sociale. C'est parce qu'il y a tout ça que finalement nous vivons aujourd'hui dans une société qui est éclatée. C'est-à-dire une société du chacun pour soi, du chacun contre tous. Et moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on peut bâtir une société sur la suspicion généralisée. Quand on voit un étranger, un immigré pense que c'est un clandestin, un jeune que c'est un délinquant, un élu que c'est un corrompu, ou un chômeur que c'est un fraudeur. Parce que si nous nous engageons dans cette voie qui oppose tout le monde à tout le monde, nous verrons sous nos yeux la France se défaire. Et donc j'en viens à votre question sur les jurys. S'il s'agit de développer encore la démocratie participative, il y a déjà beaucoup de conseils qui existent, de conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants. La loi y oblige, des conseils de jeunesse au niveau départemental, des commissions extra-municipales, des comités des usagers, ou bien par sujet, des comités de ligne à la SNCF, des comités de patients dans les hôpitaux. S'il faut aller plus loin, oui. Mais alors, honnêtement, le mot jury est assez mal choisi. Ou alors, s'il s'agit de mettre en place des instances qui, comme ça a été dit, ne prendrait pas obligatoirement des sanctions, mais donc ça veut dire qu'éventuellement, elle prendrait des sanctions. Alors, on risque d'organiser entre ces fameux jurys et puis les instances élues, les conseils municipaux, les conseils généraux, un conflit et créer du désordre. Et là, je pense que ça serait très dangereux. Donc, ou ça existe déjà, et la proposition n'a rien de très neuf, ou alors ça n'existe pas, et il vaut mieux que ça continue à ne pas exister, parce que je pense que le conflit que ça introduirait serait très dangereux pour la démocratie. Voyez-vous, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le désordre qui est ressenti aujourd'hui, je ne crois pas que vouloir rétablir l'ordre, même juste, soit suffisant. Parce que l'ordre, c'est immobile. La sécurité, oui. Ça, je m'élève comme tous ici contre la violence qu'on voit déferler dans les cours d'école, dans les transports. On y reviendra. Mais l'ordre, on y reviendra. Mais l'ordre ne peut pas à soi seul, pour moi, constituer un projet politique. La gauche doit être porteuse d'autre chose. Elle doit être porteuse du mouvement, parce que la gauche, c'est protéger et avancer. Je dirais même, c'est avancer pour pouvoir protéger, parce que plus personne ne croit aujourd'hui que l'on puisse protéger sans trouver des solutions nouvelles. Et donc, l'avenir ne s'écrit pas au passé. Il faut avancer, il faut le mouvement. C'est pourquoi, je finis d'une phrase, je vous vois pressé, c'est pourquoi je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'une reconquête de l'avenir, de recréer une société de confiance et pas une société de défiance, d'apporter des solutions nouvelles. Et donc pour moi, au bout du compte, ce dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui pour ramener, comme vous le demandiez, les citoyens vers la démocratie, c'est d'une refondation de la République. Est-ce que vous avez peur du peuple, je reprends l'expression, est-ce que vous ne voyez pas effectivement les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui? Je suis élu de Sarcelles. Il y a 162 communautés d'agglomération en France. Je préside celle de Sarcelles. Quand on les classe par revenu par habitant, c'est la 162e. La situation des Français qui vont mal, je la vois. Aussi bien là que sans doute en Poitou-Charentes ou en Haute-Normandie. La situation des Français, tous les élus la voient. Et c'est vrai qu'elle est difficile. Et elle est d'autant plus difficile qu'on est en bas de l'échelle. Il n'y a pas besoin de hausser la voix pour le décrire. La question qui se pose, c'est de savoir si pour résoudre les problèmes de ces Français-là, qui aspirent à l'ordre, parce qu'ils vivent dans le désordre, il suffit de l'ordre, ou il faut aussi le mouvement, la prospective vers l'avenir, créer l'avenir, parce que c'est ce que la gauche porte. Mais qu'est-ce que ça veut dire créer l'avenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être là pour faire que l'innovation soit au rendez-vous. Être là pour faire en sorte que les enfants de ces quartiers-là, on va parler tout à l'heure d'éducation, et les moyens de compenser les inégalités sociales dans lesquelles ils vivent. Être là pour créer l'accès à la culture. Parce que voyez-vous, la culture, c'est le moyen de vivre tous ensemble. Et si moi, mon projet est totalement culturel, c'est parce que c'est bien ça qui est en cause. La réalité, c'est qu'il ne suffit pas de dénoncer les inégalités que nous vivons. Tous les socialistes les dénoncent. Ça, c'est bien normal.
La réalité, c'est qu'après les avoir dénoncés, il faut être capable d'essayer de les résoudre. Alors, Les résoudre, pour moi, nous avons là visiblement une divergence, pour moi, ça n'est pas simplement rétablir l'ordre. Il le faut, l'ordre, bien sûr. Mais après, au-delà, il faut qu'on soit capable de cheminer plus loin, et c'est le rôle de la gauche. Parce que la gauche, elle est là pour avancer. Sinon à quoi elle sert, la gauche? Dominique Strauss-Kahn, la solution royale pour la carte scolaire, est-ce que ça marche? Est-ce que je peux à mon tour commencer par l'éducation? Je crois qu'on a tous les mêmes valeurs ici. La valeur d'ailleurs, c'est plus la promotion sociale, l'épanouissement, et le moyen, c'est effectivement l'éducation. Et donc il est bien normal que pour des socialistes, l'éducation soit au cœur du projet. Sur l'affaire de la carte scolaire, on voit bien un des aspects du mauvais fonctionnement de notre système éducatif. Ce n'est pas le seul, j'espère qu'on va revenir tout à l'heure sur la suite. On parlera des universités, juste Très bien. ensuite. Qu'est-ce qu'on constate? Nous voulons la mixité sociale. Et puis on constate qu'il y a beaucoup de dérogations, elles ont été décrites, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire on bouge rien, et alors on accepte ces inégalités, ces privilèges, ça n'est pas admissible. Vous êtes donc d'accord? On peut dire on supprime la carte scolaire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on supprime la carte scolaire, Ségolène Royal disait dans son discours, l'idéal serait de la supprimer. Eh bien, si on la supprime, les élèves vont se précipiter, les parents vont pousser leurs enfants, c'est bien humain, c'est compréhensible qu'un parent ne veuille pas que son enfant aille dans une école qui a mauvaise réputation. Comment on pourrait lui reprocher? Mais il va le pousser vers un lycée, une école, un collège qui aura meilleure réputation, il y aura trop de demandes pour ce collège-là, et les enseignants choisiront les meilleurs, et on obtiendra ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire exactement l'inverse. Il y aura des lycées, des écoles, des collèges avec les meilleurs élèves, généralement issus des catégories les plus favorisées, et puis les autres dans... Donc il faut la garder? Non. Donc il faut trouver une solution qui avance. Laquelle? Eh bien, il faut faire en sorte que dans ces quartiers où les écoles, justement, ont mauvaise réputation, pourquoi elles ont mauvaise réputation? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants en difficulté sociale, généralement, qui sont là. Eh bien, que ce soit là qu'on applique le fait qu'il y ait 15 élèves par classe, que ce soit là qu'on rebâtisse les écoles, comme, pardonnez-moi, on l'a fait dans ma commune, mais dans bien d'autres communes aussi, que ce soit là qu'on crée des classes d'excellence, comme la classe européenne à Vaux-en-Velin, ou comme les classes préparatoires à Sarcelles, que ce soit là qu'on fasse l'effort. Le problème, est-ce que les autres viendront? Le problème, bien sûr, le problème, ça n'est pas de renoncer à la carte scolaire, et ce faisant, de renoncer à l'objectif qui est la mixité sociale. Le problème, c'est de se donner les moyens, par la volonté politique, d'avoir la mixité sociale. Et pour ça, il faut que les parents, on ne va pas les envoyer, les enfants, avec un fusil dans le dos. Il faut que ce soit volontaire. Donc il faut qu'ils aient envie de laisser leurs enfants dans ces écoles-là. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Que ces écoles redeviennent meilleures. Et pour ça, moins d'élèves par classe, de meilleurs bâtiments, des classes d'excellence. Et là, dans les quartiers, on n'aura plus envie de fuir cette école. Parce qu'il vaut peut-être mieux, finalement, avoir son enfant dans une école où il y a 15 élèves par classe, même si certains sont en difficulté, mais vous en avez les moyens, maison, plutôt que de l'envoyer loin dans une école où il y aura 25 ou 30 élèves par classe. Donc la solution, ce n'est pas de se débarrasser de l'outil et d'oublier par là l'objectif, la mixité sociale. La solution, c'est de mettre le paquet là où il faut, là où en effet il y a des écoles qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas le niveau qu'elles devraient avoir. Sur l'université, en quelques mots. Avant l'université, si vous me permettez. Je vais rebondir sur ce que vient de dire. On va pas y arriver ce soir. Oui, on va y arriver, je vais y venir. Et après, on passera à autre chose. Mais ce qu'elle vient de dire est très important, car les inégalités se créent avant tout dans les âges les plus jeunes, on le sait très clairement aujourd'hui. Et donc, ce qu'il y a dans le projet socialiste, et j'y suis très attaché parce que c'est moi qui ai beaucoup poussé pour que ça y soit introduit, ce qui s'appelle le service public de la petite enfance, c'est quoi? C'est l'idée que l'école ne peut pas tout faire et qu'il faut donc autour de l'école, surtout dans les endroits où justement le capital social, culturel des familles est insuffisant pour aider ces enfants. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ils ont la même école théoriquement, mais l'égalité réelle qui était revendiquée tout à l'heure, on ne la rencontre pas parce qu'à l'arrivée, sur le marché du travail, ils seront dans une situation malheureusement bien plus grave, bien plus difficile que les autres. Les enfants qui viennent de Vaux-en-Velin, des quartiers nord de Marseille ou de Sarcelles, ils ne se trouveront pas sur le marché du travail dans la même situation que ceux qui viennent de Neuilly, au hasard. Sur l'université. Et donc, en créant des crèches où tous les enfants doivent pouvoir aller, car tout le monde doit pouvoir avoir un soutien lorsqu'il est à cet âge-là, en organisant des soutiens personnalisés à partir du CP par gesteur volant, en faisant en sorte que la santé scolaire, c'est très important la santé scolaire, pardon, je vais venir aux universités, mais ne laissez pas de côté le fait qu'aujourd'hui nos enfants dans les écoles ne sont pas pris assez tôt sur les problèmes dentaires, sur les problèmes des yeux, et que c'est ça qui crée des inégalités derrière. Et donc organiser ce service public de la petite enfance, c'est vraiment lutter contre les inégalités, pas en parole, dans la réalité. Les universités. Alors, je vais resserrer peut-être un petit peu ma question, puisque tout à l'heure, Laurent Fabius vous a cité, d'une certaine manière, il a cité l'une des propositions que vous avez faites aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez proposé que pourquoi pas la chaire de physique nucléaire de la Sorbonne soit financée par EDF. Je dis que je n'accepte pas l'état dans lequel sont nos universités et le déclassement année après année des universités françaises.
Il y a à cela des problèmes de moyens, c'est vrai, on est très en dessous de ce qu'on devrait faire. Donc on laisse l'entreprise financer Si dans vous voulez certains bien me cas. laisser, on est très en dessous de ce qu'il faudrait faire, mais l'argent public qu'on peut y mettre peut ne pas suffire. Et moi, en effet, je ne vois pas d'inconvénient à ce que des particuliers ou des entreprises puissent faire des dons à des universités, comme elles le font déjà parfois. On va vous dire que c'est la privatisation des universités. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Elles le font déjà avec des laboratoires de recherche. Et je vois pas pourquoi elles ne pourraient pas faire des dons à des universités pour que des enseignements soient plus développés qu'ils ne l'étaient avant. Il faut arrêter ce cloisonnement absurde. Il ne faut pas que l'entreprise puisse avoir un droit de regard sur ce qui est enseigné. Ça va sans dire. Mais qu'une entreprise décide de verser de l'argent à une université, je n'y vois strictement aucun problème. Il faut faire fonctionner mieux l'université. Ça suppose d'ailleurs Est-ce que aussi... vous appelez dynamiter l'université? Oui, c'est la changer beaucoup, il faut la changer beaucoup. Ce sont vos termes. Je me permets de rester une seconde, si vous voulez bien me donner une minute là-dessus. Parce qu'il n'y a pas seulement ce problème-là à l'université, il y a aussi la démocratisation de l'université. Aujourd'hui, il y a moins de fils d'ouvriers à l'université qu'il y en avait avant. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et ça, c'est absolument pas admissible. Et quand on regarde la situation, on comprend pourquoi. Parce que pour la plupart des jeunes, aujourd'hui, l'entrée dans la vie active est devenue quelque chose de pratiquement impossible. Et notamment le financement des études. Et là, je fais une proposition, dont on me dira peut-être qu'elle n'est pas dans le projet socialiste, mais je ne pense pas qu'elle soit en quelconque manière en contradiction. Les jeunes, aujourd'hui, la société va mal, on l'a dit. Mais ce sont ceux qui portent la plus grande difficulté. Tout le monde en porte. Mais les jeunes plus que d'autres, parce que, contrairement à nos générations, même si nous ne sommes pas de la même, l'entrée dans la vie active, dans la vie adulte, est devenue extrêmement difficile. En plus, nous allons leur laisser une planète avec une dette considérable sur la tête de chacun d'entre eux et un environnement passablement saccagé. Alors nous leur devons quelque chose. Eh bien moi, ce que je propose, c'est que de la même manière que la gauche a su inventer le revenu minimum en son temps, a su inventer les emplois jeunes, nous inventions aujourd'hui le patrimoine de départ. Et le patrimoine de départ, c'est quelque chose qui serait donné à chaque jeune et qui lui permettrait de financer ses études quand il n'en a pas les moyens, d'avoir un projet personnel, professionnel ou autre. Et ça ne fait pas exploser la dette. Ah, je vais y venir. De financer, par exemple, l'apport personnel à un logement, bref, de commencer dans la vie. Non, ça ne fait pas exploser la dette. Voyez-vous, si les milliards qui ont été mis aujourd'hui dans la baisse de l'impôt sur le revenu, et principalement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, avait été depuis 5 ans mis sur ce projet-là, eh bien il y en aurait eu assez. Et nous aurions aujourd'hui une France dans laquelle chacun des jeunes aurait eu ce patrimoine de départ, évidemment. Les 10% des Français qui touchent les plus hauts revenus auraient continué de payer l'impôt sur le revenu qu'ils payaient avant. Eh bien je dis oui, il va falloir revenir sur cet impôt sur le revenu et trouver là les moyens de financer ce dont la France a besoin. Si la France n'est pas capable d'avoir comme projet de société de faire que ces jeunes rentrent dans l'avenir, qu'on leur prépare l'avenir, qu'on leur évite cet incroyable fossé qu'il y a aujourd'hui entre 18 et 25 ans, si on n'est pas capable de mettre notre argent collectif dans les jeunes, alors c'est vraiment pas la peine. Donc pour ça, juste vous augmentez les impôts. Comment? Pour ça, vous augmentez les non. impôts. Oui. Vous dites, mais absolument. Je reviens à la situation des impôts qui était en place avant ce quinquennat malheureux que nous venons de vivre. Et ça veut dire que les réductions que les gens auront perçues dès janvier 2007, ils devront les rembourser à la rentrée? Pas quand ils ont gagné 10, 15, 20 euros sur leur impôt. Les 10% les plus riches du pays, oui, ils doivent contribuer. On peut aussi faire contribuer les droits de succession, par exemple. Il ne serait pas anormal qu'au moment où les patrimoines se transmettent vers d'autres générations, ça serve à tous les jeunes. Quelle que soit la contribution, je ne veux pas rentrer dans le financement. Quand j'ai créé les emplois jeunes, on m'a dit, vous n'arriverez pas à le financer. Laissez ça de côté. Si c'est le projet, et ça sera mon projet, si je suis désigné par le socialiste, et si je suis élu après, si le projet, c'est de faire que les jeunes dans notre pays soient capables de construire un avenir, alors ça vaut la peine d'y mettre les milliards qui ont été mis dans la baisse de l'impôt sur le revenu. Oui, le rôle de la famille a changé, ça c'est vrai. Et il faut le regarder dans ce qu'il était hier, mais il faut surtout le regarder dans ce qu'il sera demain. Il y aura de plus en plus de familles qui seront séparées, de couples séparés, d'enfants nés hors mariage, et c'est ça qu'il faut que nous regardions ensemble. Et comme il faut aider surtout les familles qui sont en difficulté, moi je propose que nous concentrions toutes les aides familiales telles qu'elles existent aujourd'hui sur les familles qui sont les plus défavorisées. Parce qu'il faut sortir de l'hypocrisie. On donne la même chose, il y a des allocations familiales par exemple, à un enfant quel que soit le revenu de ses parents. Ça n'est pas raisonnable. Il faut qu'on concentre les moyens, parce qu'on c'est pas illimité les moyens. Il faut les concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin. Mais c'est vrai qu'on peut très bien élever ses enfants lorsqu'on est un couple séparé ou lorsqu'on est une mère isolée, et on peut très mal les élever lorsqu'on est un couple traditionnel qui est marié depuis 25 ans. Et donc,
regardons la famille avec un œil nouveau. Tout ça, c'est des constats un peu éclatés. Il faut une grande c'est loi pas sur la famille pour rassembler tout ça. C'est la famille qui est éclatée, mais pas le constat. Le constat, c'est celui d'une société qui bouge. Et il faut qu'on adapte notre législation à une société qui bouge. Donc, pour l'adapter, je dis, concentrons nos moyens sur les familles les plus défavorisées. Pour venir à votre question sur l'homosexualité, oui, évidemment qu'il faut autoriser le mariage des homosexuels. Le mariage n'a plus le même sens qu'hier. Hier, le mariage, c'était pour faire des enfants. Aujourd'hui, la moitié des enfants naissent hors mariage. Le mariage, aujourd'hui, c'est une déclaration d'amour entre deux personnes. Qu'elles soient de même sexe, pas de même sexe, ne me gêne pas. Et donc, il faut autoriser le mariage homosexuel et, de la même manière, sortir de l'hypocrisie sur l'adoption. On autorise les célibataires à adopter. On leur demande pas s'ils sont homosexuels ou hétérosexuels. Mais s'ils viennent en couple homosexuel, on leur dit « Ah non, vous n'avez pas le droit d'adopter ». C'est totalement hypocrite. Sortons de l'hypocrisie et légalisons aussi, par la même loi, l'adoption. Alors, ce sont donc des engagements que vous prenez tous les trois aujourd'hui. Je n'ai pas tout à fait fini parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant, même si ce n'est pas toute la société française, bien sûr, de méthode politique. Moi, j'ai pris position sur ce sujet à l'hiver 2004. À l'époque, le Parti socialiste n'y était pas favorable. Vous avez été précurseur. À la suite de cela, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas d'autres d'autres ont été précurseurs sur d'autres sujets. Ce n'est pas ça la question que je voulais soulever. À la suite de cela, le Parti socialiste a bougé, j'en suis heureux. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où j'ai pris position, c'était très impopulaire. Et que la responsabilité politique, quand on a une conviction, c'est d'être capable d'engager un mouvement, même si, au moment où on parle, l'opinion ne va pas dans ce sens-là. Et qu'on ne peut pas prendre des positions uniquement lorsque l'opinion a fait qu'il y avait 60-70% des gens qui étaient pour. Car le rôle du politique, c'est justement de faire des propositions, et quand il convainc, s'il ne convainc pas, c'est autre chose, quand il convainc, de faire avancer... National, c'est à l'État de gérer ce problème-là. Sur quels critères, Dominique Strauss-Kahn? J'aime bien les sujets qui, même quand ils sont difficiles, arrivent à rassembler les socialistes. Et finalement, avec des nuances. Encore qu'il y ait des désaccords entre les deux interventions qu'on vient d'entendre. Le point essentiel, d'abord, c'est qu'il faut remettre l'immigration à sa place et ne pas en faire un enjeu de politique intérieure comme le fait l'actuel gouvernement. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'immigration légale, principalement le regroupement familial. On ne va quand même pas empêcher quelqu'un qui travaille légalement en France de faire venir sa famille. Donc là-dessus, il n'y a pas à discuter. Après, il y a l'immigration illégale, clandestine. Mais enfin, s'il y a des clandestins, c'est quand même bien parce qu'il y a des passeurs clandestins, des logeurs clandestins, des employeurs clandestins. Et c'est cela qu'il faut combattre. Et si on met en place une législation qui vient, il faut aller jusqu'au bout, éventuellement réquisitionner les immeubles qui sont loués à des clandestins par des gens qui savent qu'ils n'auraient pas le droit de le faire et qui font beaucoup d'argent sur leur dos. Si on punissait gravement les passeurs clandestins, les employeurs clandestins, alors on arriverait petit à petit à mettre fin à l'immigration clandestine. Ce n'est pas sur ces pauvres victimes, dont parlait Laurent tout à l'heure, qu'il faut faire tomber, comme le fait aujourd'hui le gouvernement, le feu de la loi. Moi j'ai été, comme d'autres, à Sangatte, voir les gars qui étaient chassés du centre de Sangatte et à quelques centaines de mètres de la mairie, les pieds dans la boue, qu'on est éloigné à une dizaine de kilomètres de là en leur enlevant une chaussure pour qu'ils reviennent difficilement, pour espérer que comme ça, ils ne resteraient pas sur place et ils finiraient par s'en aller. C'est inhumain la façon dont on traite aujourd'hui ceux qui sont des clandestins. Et on a vu cet été, on a tous pris la tête de ce mouvement pour essayer de lutter contre les gamins qui étaient intégrés, qui étaient à l'école, qui étaient scolarisés et que le ministre de l'Intérieur, en grande masse, réussit, moins qu'il l'aurait espéré, mais quand même, il y réussit malheureusement à renvoyer dans des pays qu'ils n'ont éventuellement jamais connus. Ces gamins, ils sont tout jeunes. Donc, là, vous êtes dans la réaction à ce qui existe. Donc le problème de l'immigration, c'est d'abord Strauss-Kahn de lutter contre ceux qui profitent de l'immigration clandestine. Une fois qu'on a dit ça, le vrai problème devant lequel nous sommes, c'est un nombre de clandestins dans notre pays. Vous demandiez à chacun qu'est-ce qu'il en faisait. Je pense qu'il faut effectivement les régulariser régulièrement, comme ça a été fait dans le passé à partir de la loi de Jean-Pierre Chevènement, sur la base de critères. Elle redevient la référence d'une certaine manière. Oui, mais les critères peuvent éventuellement évoluer avec le temps, il n'y a rien d'intangible. Mais ce qui compte, c'est de faire ça régulièrement pour qu'il n'y ait pas de temps en temps des soubresauts nationaux sur le problème de l'immigration qui sont porteurs des pires concepts en matière politique et du pire racisme. Mais comme ce problème, pas seulement des immigrés, des migrations en général, devient dans la société moderne, et demain encore plus qu'aujourd'hui, un problème grave, je pense qu'il faut soustraire cette question au ministère de l'Intérieur et faire un ministère des migrations, de toutes sortes de migrations. Il y a 80 millions de touristes en France par an, ce ne sont pas des clandestins, mais ce sont des migrants, et ce problème de la migration va devenir, dans les 10 ans, ça ne va pas être dangereux, ça ne va pas enfermer le traitement de ces problèmes. Non, ça permettra, c'est ce que disent tous les spécialistes de la chose, ça permettra de traiter plus directement la question. J'en viens au deuxième point, je vais vous laisser une seconde. C'est que, pourquoi est-ce qu'on a un problème? C'est vrai que largement,
la démographie nous invite à recevoir du monde. Et ils font d'ailleurs des métiers, souvent, qui sont des métiers que les Français ne voudraient pas faire. Notre démocratie est faible, il faut avoir une immigration positive. D'autre part, de la part des pays de départ, c'est une aspiration. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux chez eux. Et c'est là que le co-développement, je n'y reviens pas, est tout à fait juste. Et qu'est-ce qui fait qu'on a su assimiler des vagues d'immigration dans le passé et qu'on ne l'assimile pas aujourd'hui? Il faut appeler un chat, il faut dire la vérité. C'est parce que l'immigration aujourd'hui, soit les immigrants ont la peau noire, soit ils sont musulmans, et que nous avons une question dans notre pays qui n'est toujours pas traitée à l'égard de ceux qui sont noirs et de ceux qui sont musulmans. L'islam et la couleur de la peau continuent d'être un problème chez nous. Et donc le problème, c'est l'intégration. Le problème, c'est l'intégration de cela. C'est ça le vrai problème qu'il faut qu'on arrive à traiter, en se débarrassant des a priori et en le traitant directement. La discrimination dont ils sont l'objet est à l'origine du problème que pose l'immigration. Il y a eu des choses de fait ces derniers temps. Il y a eu la HALD, il y a eu des choses comme ça, il y a eu le contrat d'accueil et d'intégration. La haute autorité. Vous maintenez, vous poursuivez ce genre de réforme engagée? Poursuivre, c'est insuffisant, il faut aller beaucoup plus loin. La HALD est une bonne chose, c'est très bien qu'elle ait été créée, mais il faut aussi de l'exemplarité. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y ait un seul ambassadeur, surtout les ambassadeurs français, qui soit d'origine malgache, pas un d'origine immigrée à part La réponse est la discrimination positive alors. Non, je vais y venir. Pas un directeur d'administration centrale, pas un président d'entreprise nationalisée. Partout où l'État peut intervenir, rien. Le socialiste comme les autres d'ailleurs, rien fait. Il faut que ça bouge. Donc vous faites des quotas? Non, on fait en sorte que chaque fois que c'est possible, quand on a le choix, à qualité égale, on favorise la promotion de ceux qui sont discriminés. Vous savez combien il y a de conseillers généraux socialistes qui sont issus de l'immigration en France? Je sens que vous allez me le dire. Il y en a un, qui s'appelle Hussein Mokhtari. Il est dans ma circonscription. Parce que l'exemplarité, moi j'y crois. Et qu'il faut faire en sorte que lorsqu'on a une possibilité de promouvoir quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui a besoin de s'intégrer, on le fasse. Eh bien, c'est la droite qui a commencé à placer les enfants d'immigration au sein des gouvernements. Voilà, surtout essayer de faire de placer les enfants d'immigration, de les renvoyer chez eux. C'est surtout ça que j'ai vu cet été. Ouais. Il y a dans le projet socialiste une longue liste de propositions de ce genre qui sont toutes utiles. Et je crois que tout ce qui vient d'être dit par l'un et par l'autre est juste. Je vais reprendre dans l'ordre de la discussion de tout à l'heure. La laïcité d'abord. La laïcité, c'est essentiel. Et donc il ne faut effectivement absolument pas changer la loi de 1905. C'est une des rares lois qui tient parfaitement, qui a traversé le siècle. Cette loi, elle doit permettre d'interdire, de refuser quelqu'un une consultation de gynécologie. Mais le fait est que ça ne marche pas pour l'instant. Oui, mais lorsque une consultation de gynécologie, le mari empêche sa femme d'être auscultée ou d'être examinée par un médecin parce que ce médecin est un homme, on est exactement dans un cas où la laïcité doit intervenir. Il ne faut pas que ça veut dire quoi, la laïcité intervient? Ça veut dire qu'il faut que la loi soit appliquée et que si la consultation en question est une consultation obligatoire, elle ait lieu. Ça ne veut pas dire dans l'autre sens que la laïcité ce soit de bouffer du curé, comme on disait, pardonnez-moi, dans le passé. Et s'agissant des musulmans notamment, nous venons de vivre la fin de l'Aïd, l'Aïd el-Fitr, la fête de la fin de l'Aïd. Moi je voyais à Sarcelles comment les musulmans de Sarcelles prient dans des conditions absolument impossibles, dans les rues, parce qu'ils n'ont pas de locaux pour le faire. Et donc on peut trouver les moyens de faire que les communautés différentes vivent correctement dans notre pays, c'est ça la laïcité. Et ceux qui ne croient pas, évidemment, aussi bien, mais en aucun cas, il faut changer le contenu de cette loi de 1905. Donc on reste ferme, plus ferme qu'auparavant sur la notion de laïcité. Mais concrètement, sur cette situation qu'on décrit aujourd'hui, explosive dans les banlieues, quels sont les remèdes de la gauche et de Dominique Strauss-Kahn? J'en viens maintenant à la banlieue, dont je suis l'élu depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'évidemment, il y a des problèmes d'argent. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, sur les ZEP. J'aime pas tellement le terme de ZEP parce qu'on a un peu oublié le P qui est prioritaire. C'est pas vraiment prioritaire aujourd'hui. Les zones ne me plaît pas trop. Mais des contrats d'éducation prioritaire, ça demande de l'argent. Refaire de l'urbanisme, ça demande de l'argent. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'argent. Mais il n'y a pas besoin que d'argent. Ce dont il y a besoin dans les banlieues, c'est aussi du respect. Banlieue, ça vient de lieu. De l'argent, il y en a eu. Dominique de Villepin a débloqué, par exemple, 100 millions d'euros pour les associations 1er décembre 2005. Vous mettez combien, par exemple? Non. S'il y a bien une chose que le gouvernement Raffarin puis le gouvernement de M. de Villepin n'ont pas fait, c'est d'aider les associations. Il y a des choses dans leur action qu'on peut approuver, mais pas ça. Ça, ils ont coupé les vivres des associations, et c'est pour ça que dans les cités, aujourd'hui, la situation est tellement difficile. Ils ont tout fait sur la répression, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, absolument rien sur la prévention et les associations. Je disais donc qu'il faut de l'argent. Mais ça serait une erreur de croire qu'il ne faut que de l'argent. Il faut du respect.
Et je vois bien, moi, tous ceux qui habitent Sarcelles et les villes de ma circonscription, Garges, Viguelbel, Arnouville, ils sont dans une situation telle que quand ils ont fait des études, par exemple, prenez un jeune qui a fait 4 ans d'études, 2 ans d'études supérieures, 4 ans d'études supérieures, il a un CV, il l'envoie, il n'écrit pas Sarcelles comme adresse. Parce qu'il sait que s'il y a Sarcelles pour son adresse, ça sera mis à la poubelle directement. Et cette discrimination-là, elle est absolument intolérable. Et donc il faut qu'on trouve les moyens, ça a été évoqué tout à l'heure par Laurent Fabius, il a raison, de combattre véritablement cette discrimination. Donc, j'anticipe sur votre question. Je ne suis pas pour la discrimination positive. Ça consiste à faire quoi, la discrimination positive? À écrémer quelques personnes qu'on considère comme méritants, qui valent la peine qu'on les sorte de la situation dans laquelle ils sont, et puis à laisser les autres. Je suis pour qu'on lutte contre les discriminations négatives. C'est-à-dire que l'appui qu'on apporte, c'est pas à quelques individus méritants, c'est à tous ceux qui vivent dans ces zones aujourd'hui qui sont difficiles, qu'on appelle la banlieue, qui sont caractérisées par une sorte d'enfermement de la population, par de la violence sans doute plus élevée qu'ailleurs. Encore que, quand on fait des efforts locaux, on arrive à l'éviter. À Sarcelles, pardonnez-moi de le citer encore, mais dans ma ville, mais je m'en occupe, et pas seulement moi d'ailleurs, le maire François Pupponi, plus que moi encore, lors des événements de novembre dernier, il n'y a pas eu de trouble. Je touche du bois, peut-être que ça a été un peu de la chance, mais c'est aussi le fait qu'on a consacré les quelques moyens qu'on avait, la ville n'est pas riche, mais les quelques moyens qu'on avait, on les a consacrés à remplacer justement les crédits que le gouvernement Raffarin avait supprimés et que M. de Villepin n'a pas rétablis. Alors, donc, des moyens pour l'urbanisme, pour l'école, pour la sécurité, oui, mais surtout... Encore davantage que le plan de rénovation urbaine, que l'ANRU, que le plan de cohésion sociale, que l'agence de cohésion sociale, le plan de rénovation urbaine, etc. on pourrait en parler longuement, on va rentrer dans la technique. Ce que je voudrais... Très bien. Ce que je voudrais simplement sur le plan de rénovation urbaine, c'est que quand on détruit un logement social, on reconstruise un logement social et qu'il n'y ait pas des dérogations toutes les 5 minutes, qui fait qu'à l'arrivée on détruit le logement social, mais on n'en reconstruit pas autant. Mais je ferme cette parenthèse. Ce qui est important, c'est qu'on lutte contre ces discriminations-là. Il y a beaucoup de discriminations dans notre société. Entre les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, ça a été évoqué. Le handicap dont il faudrait parler, malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps. Les discriminations raciales, et puis celles qui se cumulent dans les cités et dans les banlieues qui sont les banlieues reléguées. Eh bien, ce que je veux, c'est qu'on lutte avant tout par l'argent, pas seulement par l'argent, contre ces discriminations. La lutte contre les discriminations, c'est mon combat politique. Et je l'ai illustré tout à l'heure avec un élu issu de l'immigration. Il y a plein d'autres illustrations possibles. Si nous ne faisons pas cela, nous ne remplissons pas la mission de la République, évidemment pas, encore moins celle de la gauche, à l'égard de ces populations. Mais nous ne remplissons pas non plus notre mission vis-à-vis du reste du pays, car l'instabilité, les difficultés dans ces quartiers, c'est l'ensemble du pays à l'arrivée qui en souffre. Et donc, c'est l'intérêt bien compris de tous les Français de faire en sorte que nous fassions collectivement, pour l'avenir, un mouvement qui permette de sortir les banlieues de la situation dans laquelle elles sont. Est-ce que cette question de la sécurité ne va pas encore être au cœur de cette campagne de 2007 et pas forcément à l'avantage du candidat socialiste? Je suis extrêmement ferme sur les questions de sécurité. Parce que ceux qui souffrent le plus de l'insécurité, ce sont justement ceux que par ailleurs politiquement moi je cherche à défendre. Ceux qui sont les plus défavorisés. C'est pas du tout la même chose de se faire voler un portable, un blouson quand c'est un gamin, selon que l'on a un revenu qui est celui de quelqu'un qui gagne le SMIC ou qu'on a un revenu 10 fois supérieur. Et donc, on ne peut pas céder sur cette question de la sécurité, il faut être ferme. Le problème, c'est qu'on constate l'échec de la politique du gouvernement. L'échec, il est dans les chiffres, il est dans les manifestations de novembre dernier, dans les risques pour les semaines qui viennent, que je crois assez grands. Vous dites l'échec, on ne voudrait pas mieux dire modestement les échecs? Non, oui, les échecs. Bien sûr, les échecs successifs et l'échec particulier de celui qui s'est fait élire sur le thème « je vais résoudre les problèmes de sécurité » et qui ne les a pas résolus. Notamment pour les questions liées à la police de proximité qui a été évoquée tout à l'heure, sur laquelle je ne reviens pas. Il est évident que même si elle était encore peu aguerrie, cette police, elle était en place depuis 2 ans, il fallait du temps, mais qu'une police qui connaît les quartiers est évidemment beaucoup plus efficace. Tous les maires, de droite comme de gauche, vous le diront. Mais d'un autre côté, il faut attaquer les causes de la délinquance. Si on se contente de l'ordre, de la répression, ça ne suffit pas. Il faut aller de l'avant. De nouveau, on a une illustration de ce que je disais en introduction. L'ordre, il le faut, et c'est la sécurité en l'occurrence. Mais il faut aller de l'avant, du mouvement, vers la société qui bouge. Or, cette société qui bouge, c'est quoi? C'est une société dans laquelle on voit qu'en effet, les causes de la délinquance sont l'absence d'emploi, les difficultés de logement, etc. Dans toutes les cités, vous avez des gamins qui rouillent en bas des tours, qui font rien toute la journée. Et vous venez les rappeler à l'ordre de la République. Il faut respecter les lois de la République. Oui, mais ils vous disent, mais la République, on ne l'a jamais vue. Dans ce quartier, il n'y a jamais eu un bureau de poste, il n'y a jamais eu un commissariat de police, il n'y a jamais eu un service. C'est ce que dit Laurent Fabius. Il a raison. Et dans ces conditions, il faut ramener la République dans les cités, si on veut être capable de dire ensuite à ces jeunes,
respecter la République. Aujourd'hui, les agents publics, les fonctionnaires, ils ne veulent plus y aller. Ils ont peur, ils sont découragés. Ne critiquez pas les agents publics. C'est pas une critique, c'est parce qu'ils font le maximum d'efforts et qu'ils s'aperçoivent qu'à un moment donné, c'est quand pas dans un possible. quartier, il n'y a pas un bureau de poste, c'est pas un problème d'agent public, c'est que la Poste n'a pas créé le bureau de poste. Et ça, sous la gauche comme sous la droite, je vous le concède. Donc, la répression, chaque fois que la loi est transgressée, il doit y avoir sanction. Je vais y revenir un instant sur la prison. Mais les causes de la délinquance, l'avenir, la préparation d'une société qui n'est pas la défiance de tout le monde contre tout le monde. Moi, je ne veux pas, pour notre pays, qu'on crée une situation dans laquelle il y ait de plus en plus de potentiellement de délinquants ou de délinquants potentiels, et de l'autre côté, de plus en plus de police pour les tenir en joue. Il faut arriver à faire baisser cette pression-là. Il faut recréer une société où la base est la confiance, et ça passe en effet par tout ce qu'on appelle un peu rapidement la prévention, mais qui touche les causes de la délinquance. Elles ont été décrites tout à l'heure, je n'y reviens pas. Mais même si je suis très ferme sur la question de la sécurité, je ne peux pas partager ce qui a été dit tout à l'heure sur les problèmes d'encadrement militaire, même si j'ai compris qu'il était à la fois humanitaire et militaire. Ségolène l'a redit plusieurs fois, je dis bien militaire à l'instant même, et honnêtement, je crois que ça n'est pas la manière pour la gauche de traiter une question de cette nature. Je ne crois pas que la gauche puisse penser que c'est au travers de l'armée qu'elle peut traiter ces questions-là. Il faut être ferme, sans faiblesse, mais c'est le rôle de la police et des services qui sont autour de la police, parce que ce qui a été dit sur la justice est vrai. Ce qui est dramatique, c'est qu'entre le moment où une infraction est commise, un délit, et le moment où la peine tombe, il peut se passer un an et demi, et il n'y a plus aucune exemplarité de la peine à ce moment-là. Si on veut qu'elle serve d'exemple, il faut qu'elle vienne plus vite. Et donc les moyens sont ceux de la police, mais aussi les moyens sont ceux de la justice. Et je ne crois pas, une autre petite divergence, qu'il suffise de rétablir le rôle de la famille pour cela. La famille est très importante, mais c'est toute la société qui est en cause, et tout l'avenir de notre société. Et donc je veux qu'on rétablisse l'ordre, ça je crois que nous partageons tous cet objectif-là, mais qu'on ne s'arrête pas à rétablir l'ordre. Il faut qu'on prépare une société demain dans laquelle on fait disparaître les causes de cette délinquance. Ce débat touche à sa fin. On va vous laisser maintenant à chacun 2 minutes pour répondre à cette question. Si vous êtes investi, si vous êtes candidat du Parti socialiste et si vous êtes élu président de la République, à quoi ressemblerait votre présidence ? C'est vous, Dominique Strauss-Kahn, qui allez répondre. En quoi seriez-vous un président différent d'un Valéry Giscard d'Estaing, d'un Jacques Chirac ou d'un François Mitterrand ? Ségolène vous dira que ça se voit. Merci d'anticiper. Je pense qu'il y a une vraie crise de confiance aujourd'hui dans notre système, et les socialistes ont souhaité, et je partage ce souhait, que le régime devienne plus parlementaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Assemblée nationale, principalement, le Parlement en général, ait plus de pouvoir de contrôle de l'exécutif. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation, la Ve République a fait en sorte que l'Assemblée contrôle peu de choses, elle a bien réussi, l'Assemblée contrôle peu de choses. Il faut donc plus de pouvoir de contrôle, et ça passe par une mesure qui, pour moi, est la mère de toutes les réformes, c'est le mandat des députés qui doit être le seul mandat qu'ils occupent. Parce que le Parlement, l'Assemblée, elle manque moins de pouvoir en réalité qu'elle ne manque de parlementaires. Il faut qu'ils soient là pour exercer leur pouvoir de contrôle. Ceci engagé, il peut y avoir d'autres réformes à associer à cela, sur l'ordre du jour, sur un certain nombre de questions techniques, mais ce qui est essentiel, c'est que les parlementaires, comme dans tous les pays qui nous entourent d'ailleurs, parce qu'on est les seuls à cumuler les mandats, cessent de cumuler. Dès lors que l'Assemblée exerce mieux son contrôle, et que le régime est plus parlementaire de ce point de vue-là, ce que je trouve souhaitable, alors il faut, de mon point de vue, un président de la République qui agisse, et non plus un président de la République qui soit simplement un arbitre. Celui qui dirige l'exécutif, dans tous les pays qui nous entourent, le président des États-Unis, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, il mène une politique, il a un mandat. Certes, il représente tout le pays, mais il agit. Il n'est pas une vigie qui regarde au loin, qui donne des orientations. Il est le capitaine, il agit directement. Et je veux, pour ma part, un président de la République plus impliqué que ça n'a été le cas jusqu'à maintenant. Et pour faire tout cela, il faut une 6e République, oui ou non, vous avez cité des noms. Je crois d'ailleurs que c'est une divergence avec mes camarades, on verra tout à l'heure, mais je veux un président de la République qui soit directement impliqué. Non, il faut faire des réformes. Mais si on veut changer le numéro de la République, on le change. Je n'ai rien contre. Dans un livre que j'ai écrit il y a 4 ans... C'est pas neutre comme décision. Si, dans un livre que j'ai écrit il y a 4 ans, je disais vers la 6e République, donc ça ne me gêne en rien. Mais honnêtement, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quand le président de la République française est au G8 ou au Conseil européen, qu'il doit prendre des décisions, qu'il est autour de la table, il est entre les mains non seulement les pouvoirs de le faire, mais quand il revient chez lui, ce soit lui qui mette en œuvre. Il faut donc un président de la République qui ne fait pas tout. Il y a bien assez à faire pour le Premier ministre et pour d'autres, mais qui assume tout. Le président de la République doit être en charge de la politique qui est conduite. Et c'est une différence avec le passé, vous aviez raison de le souligner. Ça, c'est le président de la République. Et le président de la République socialiste, qu'est-ce qu'il doit faire ?
Il doit évidemment être le président de tous les Français, mais il doit mettre en œuvre une transformation de la société vers plus de justice, pour réduire les inégalités et pour préparer l'avenir. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte pour moi, c'est l'avenir. Il n'y a qu'un seul combat qui m'engage personnellement, depuis que je fais de la politique, c'est que nous soyons capables de préparer l'avenir des Français. Non pas seulement de résoudre les problèmes d'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut les résoudre, mais d'être capable d'anticiper, de voir les problèmes de demain et d'y apporter à l'avance des orientations nécessaires. Sinon, le président de la République ne sert à rien. Il doit donc donner les grandes orientations, certainement, mais aussi agir directement pour que cela change. Et honnêtement, vous avez cité de grands noms, François Mitterrand, vous avez cité le général de Gaulle, pour lequel je n'aurais pas voté même si j'avais eu l'âge, mais qui était un grand nom. Par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, un président de la République qui agit, qui fait ce qu'il dit et qui fait bouger la France, ça nous changera.